L'empereur et son exil à Sainte-Hélène. Napoléon dans sa piscine finit son crêpe. Ah non, non, c'était avant. Hein, le mariage, c'était avant qu'il aille à Sainte-Hélène. Mais lequel, vous me direz? Oui, c'est vrai, lequel? Avec Joséphine? Ben non, justement. C'est pas avec Joséphine. Non. Il la répudie, comment ça se passe? Oui, enfin, il lui annonce avec beaucoup de... Il prend des pincettes, hein, parce que il est très embêté. C'est arrivé par la suite que ça se fasse rapidement. Oui, oui. Ceci dit, là, il faut aller vite quand même, mais voilà, il fait attention, il lui parle de divorce, en fait. Et on va plutôt parler de nullité de mariage. Pour éviter... Il était marié avec Joséphine. Alors, oui, ils étaient mariés en 1793, mais... Voilà, le problème, c'est que lui, il est persuadé qu'il n'a pas été marié religieusement. Il a été marié civilement, évidemment, mais pas religieusement. Mais alors, oui ou non? Eh ben, alors voilà, ben oui, mais il y avait un cardinal, il y avait un alors prêtre. Oui, il y avait effectivement un cardinal, c'était son tonton, Fesch, le cardinal Fesch, parce que la veille de son sacre en 1804, le pape qui est là, Pie VII, qui est là au moment du sacre, on va le voir dans un instant, lui dit, mais vous êtes sûr que vous êtes marié religieusement avant que je procède à votre sacre? Oui. Ah ben, on n'est pas... non, ça n'a pas été fait. Il y a pas un document. Non, il n'y avait rien à ce moment-là. Alors le pape dit, si vous n'êtes pas marié religieusement là, ce soir, demain, je ne vais pas à la cathédrale pour vous sacrer. On était donc en 1804. Et du coup, voilà, on fait appel à Fesch, puisque c'est l'évêque de la famille. Donc, c'est lui qui va intervenir, qui va agir, qui va les marier religieusement. Joséphine. Oui, Joséphine et Napoléon. Seulement, il n'y avait pas le curé de la paroisse. Or, c'est nécessaire, c'est, si j'ose dire, légal. Il faut que le curé de la paroisse en question soit présent. Eh ben, la paroisse des Tuileries, qui en tout cas est aux Tuileries. Alors, voilà pourquoi on tergiverse. Finalement, le mariage est annulé. Parce que Joséphine ne lui a pas donné d'enfant, c'est surtout ça. Alors je vous propose de regarder des images. Là, d'accord. Voilà, c'est ça qu'il... Mais quand il la répudie, quel est le motif? Il dit quoi? C'est pas un mariage religieux ou vous ne me donnez pas d'enfant? Vous ne me donnez pas d'enfant, je n'ai donc pas de successeur. Voilà le sacre on voit le pape à droite qui était assis, on voit Napoléon et Joséphine, évidemment, on est en 1804. Et c'est en 1809 qu'il annonce à Joséphine, au mois de novembre, qu'il cherche une autre femme, et ce sera celle-ci, ce sera Marie-Louise d'Autriche. Parce qu'en fait, il a fait faire des listes depuis déjà 2 ans, des listes de princesses qui pourraient correspondre à ce deuxième mariage. Et voilà le contrat de mariage avec Marie-Louise d'Autriche. Alors, il va sélectionner. 18 jeunes filles sont sur ces listes. Il faut qu'elles soient chrétiennes, c'est-à-dire soit catholiques, soit protestantes, soit orthodoxes même, hein, puisqu'il y a la sœur du tsar qui est sur la liste. Il y a une princesse de Saxe, il y a des Autrichiennes, bien sûr. C'est une liste politique, parce qu'il ne les connaît pas. Ah, absolument, il ne les connaît pas. D'ailleurs, quand ils vont se rencontrer pour la première fois, ce sera en France, alors que le mariage a eu lieu officiellement à Vienne. Et puis, quelques mois plus tard, va naître cet enfant. Voilà pourquoi Napoléon a dit et répété, je répudie, ou en tout cas, j'annule le mariage avec Joséphine parce que je veux épouser un ventre. Voilà, au moins, lui, il est à la fois maladroit. Alors, là, c'est un petit film d'époque, mais il présente le Napoléon II, enfin, en tout cas, celui que l'on a nommé le roi de Rome au moment de sa naissance, au mois de mars 1811. Vous voyez que le mariage a eu lieu au mois d'avril 1810 et au mois de mars 1811 est né cet enfant. Qu'est-ce que c'est que ce film muet là? Non, mais ça c'est un film d'archives, oui. Mais alors, ce qui est quand même surprenant, c'est que Napoléon avait eu de son côté 2 fils et que Joséphine avait eu un fils et une fille de son côté, avec son premier mariage. Donc, ils n'étaient pas stériles, ni l'un ni l'autre. Ils avaient eu des enfants chacun de leur côté. Mais ensemble, n'avaient jamais pu avoir ni de fille ni de fils. D'où ce remariage avec Marie-Louise. Il ne va pas l'avoir beaucoup, Marie-Louise. Elle parle français, hein, parce qu'elle parle 6 langues. Donc, elle parle un français un petit peu difficile, mais ils se comprennent. Ah ouais. C'est encore une Autrichienne. C'est encore une Autrichienne. Et finalement, c'est la petite nièce de Marie-Antoinette. Donc, une fois le mariage signé et fait, réalisé en ce mois d'avril 1810, eh bien, Napoléon aime de parler de Louis XVI comme étant son cousin. Et comme étant son grand-oncle, son cousin. Enfin, bon, ça lui permet de se rallier à la famille royale française qui était son Oui, maintenant qu'il est empereur, en plus. Absolument. Donc, il avait eu 2 fils auparavant. Qui? Napoléon? Napoléon, dont... Avec qui? Alors, une jeune femme qu'on connaît peu. Et en fait, son prénom, ça va être Léon. Il donne le prénom de Léon, c'est-à-dire la moitié de Napo
Léon, à son premier fils. Et le deuxième, ça sera le Et fils. s'il est devenu Léon, c'est pas ça. Ah ben il est devenu prince puisqu'il lui a donné des lettres Le prince Léon. Oui, Ah, alors Charles Léon en fait, Ah bah, on lui donnait un prénom après. Et l'autre fils, c'était qui L'autre alors fils, c'était le fils Napo. de Marie Walewska, donc on en parle beaucoup de cette maîtresse de Napoléon, Ah. et qui lui a donné un Et fils. Marie-Louise, il va la garder combien de temps Eh ben, jusqu'à ce qu'il s'en aille, Ah elle sera encore là. C'est aux elle côtés qui de ira à Napoléon. Sainte-Hélène alors? Pardon. C'est elle qui ira lui rendre visite? Ah non, jamais. Non, personne n'est Personne. venu lui rendre visite. Il était accompagné. Juste les médecins ont changé quand Eh il oui. était à Sainte-Hélène. Bon, merci beaucoup. Merci, William. Allez, au revoir, À à plus tout à l'heure. tard. Si vous habitez. On va commencer, Jean-Sébastien, avec une renaissance confirmée. Il s'agit de tennis. Ouais, en tout cas une finale de rêve, cette nuit à Miami, Roger Federer contre Rafael Nadal. Et effectivement, le maître, c'est toujours Roger Federer, 35 ans, après 6 mois de blessure, quel retour fracassant. Il a dominé la finale cette nuit contre Federer. Et surtout, il est déjà numéro 1 à la race, le classement instantané de l'ATP. Alors regardez cette entrée des artistes. Nadal d'abord, l'Espagnol, puis Federer, le Suisse, tous deux acclamés évidemment par le public américain. Federer, magistral cette nuit, dont je vous l'ai dit, dashboard surpuissant, notamment et en coup droit. Vous voyez, la preuve. Le Suisse qui a été intouchable, également en revers. Il va empocher la première manche, 6-3, un revers. Franchement, millimétré Nadal n'a rien pu faire. Alors dans les tribunes, les fans de Nadal, ils gardent quand même un peu le sourire, heureusement, mais la domination du Suisse, elle est sans partage. La preuve, William, avec cet échange. Il va durer 17 coups, c'est le plus long échange de la partie. Je vous laisse apprécier la manière dont Federer va le gérer et va le conclure. Silence, on apprécie. Ça tourne, hein? Ça brille. Et regardez bien. Bim, petit revers, longue ligne, Nadal évidemment est KO. Voici à présent la balle de match. Victoire finale de Federer donc, 6-3, 6-4, c'est la balle de match. Le Suisse, impérial en ce début d'année 2017, je vous le disais, il vient d'enchaîner 3 victoires majeures. L'Open d'Australie, les 2 Masters 1000 d'Indian Wells, de Miami. Sachez que maintenant, la prochaine fois qu'il prendra ses raquettes, ce sera à Roland-Garros, dans 5 semaines, ce sera donc à Paris. C'est une chance pour nous, on verra le maître jouer à Paris, à Roland-Garros. Il n'y a pas des tournois préparatoires? Si, il y a toute la terre battue, tous les tournois en terre battue. Mais il a décidé de faire une impasse parce qu'il a 35 ans quand même. Il a dit, je vais ménager mon physique. Ce que je veux, c'est gagner les grands tournois. Ce qu'il fait depuis le début de l'année. Oui. Son prochain objectif, c'est clairement Roland-Garros. Et donc, Il pas de fera tournoi rien, préparatoire. repos et l'entraînement. Ah, d'accord. Bien, et Nadal vient à Roland-Garros, on ne sait pas. Si, il va venir. Si, il va venir. Nadal, c'est Bon. sa terre, Roland-Garros. Allez, il y a du foot peut-être. Il y a du football, effectivement, avec la 31e journée de Ligue 1. Alors, on le sait, il se jouait sans les cadors, Monaco et le PSG qui jouaient la finale de la Coupe de la Ligue. Les Niçois recevaient les Bordelais. Ils ont été surpris, vous voyez, avec ce but de Laborde pour Bordeaux. Puis Balotelli a égalisé sur penalty. Et puis, il y a surtout eu cette frappe de Nice, cette frappe splendide signée Esseric. Regardez bien. Boum, pleine lucarne. Victoire de Nice 2-1. Nice toujours 3e ce matin de la Ligue 1. Ah oui. Allez, un peu plus tôt, Lyon jouait à Rennes. Les Lyonnais qui voulaient se rapprocher de Nice pour le podium, ils ont ouvert le score sur cette action bien conclue ici, côté gauche par Maxwell Cornet. Ça fait évidemment 1-0 à ce moment-là. Lyon est fébrile quand même sur la fin de match et Lyon va laisser filer les 3 points avec cette égalisation splendide de Moubélé. Alors le buteur, il est fou de joie. Évidemment, puis il est aussi bon danseur. Regardez, ce matin, Lyon 4e de la Ligue 1. Allez, du handball avec Montpellier qui s'est qualifié hier soir pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en éliminant les Polonais de Kielce, 28-26. Alors c'est une très belle perf parce qu'ils n'avaient plus atteint les quarts depuis 2011. Je précise qu'ils rejoignent quand même le PSG handball, déjà qualifié dans cette compétition. Et ils ont tous fait danse deuxième langue. Hein, Ouais, également, ils sont tous joyeux ce week-end. Allez, du rugby avec 2 qualifications européennes. D'abord Clermont en noir, qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Europe. Les Auvergnats qui ont dominé Toulon, 29-9. Voici l'un des 2 essais, il est signé Nakaitasi. Clermont affrontera les Irlandais du Leinster en demi-finale. Et puis qualification également du Stade français au Pays de Galles en challenge européen contre les Ospreys. Les Parisiens en blanc l'ont emporté 25-21. Ils recevront les Anglais de Basse en demi-finale. Ça fait plaisir à Laurent Boussier qui adore le Stade français. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on va aller sur les circuits rapidement, on va voir ce que c'est que la Formule E. Alors ça ressemble à la Formule 1, mais ça fait pas de bruit. C'est très écolo parce que c'est électrique, ça pollue pas, ça fait pas de bruit. Là, on est à Mexico. Alors, c'est spectaculaire aussi. Pourquoi? Parce que ça double, vous voyez, souvent, la preuve. Ça frotte aussi, regardez bien à gauche, bim, bim, voilà, ça passe très près. Et puis il y a beaucoup de casse. Là aussi, regardez, boum. Voilà, ça c'est de la Formule E. Alors vous avez compris, c'est spectaculaire. Et victoire finale du Brésilien Lucas Di Grassi
Alors il s'est imposé devant le Français Jean-Éric Vergne, ce sont 2 anciens pilotes de F1. Allez, dernière image, on reste sur les circuits, c'est de la moto en Espagne, c'est spectaculaire, parce que la moto a pris feu. Et le pilote, lui, figurez-vous qu'il a très Il chaud. vaut mieux qu'il descende Eh maintenant. ouais, hein. mais il met du temps parce qu'il faut ralentir. Il s'appelle Javier Forez. Il a mis de longues secondes à s'immobiliser. Bilan pour l'Espagnol, des Hop brûlures là. au second degré quand même. Il a eu très chaud ce garçon. Bon, ça y est. C'est fini. Merci beaucoup. À plus tard. On enchaîne avec l'actualité de l'emploi. Actuellement, il y a 800 postes qui sont à pourvoir au sein d'un nouveau village de vacances. Alors, l'ouverture du parc est prévue pour cet été. Si le secteur des loisirs attire certains d'entre vous, ou des jeunes gens que vous connaissez, ou des jeunes filles, c'est le moment de postuler. Comment faut-il faire? Demandez à Sophie Pignal. D'ailleurs, elle a anticipé, elle va vous répondre avant. Nous sommes ici en région parisienne sur la base de Jablines et c'est ici que sont formées les personnes qui travailleront dans les restaurants du futur village nature. Village Nature Paris, c'est une nouvelle destination touristique qui est créée à l'est de Paris, sur un concept totalement nouveau d'harmonie entre l'homme et la nature. On va trouver des hébergements pour que nos visiteurs puissent séjourner, mais également de très nombreuses activités, notamment un centre aquatique qui va être l'un des plus grands d'Europe, une ferme à vocation pédagogique et beaucoup d'activités pour s'amuser. La campagne de recrutement bat son plein. D'ici l'été, 800 postes sont à pourvoir dans 60 métiers différents. On a certains métiers sur le bassin de l'emploi Île-de-France qui sont en tension, notamment tous les métiers aquatiques et certains métiers de la restauration. On a signé une convention avec les partenaires publics et nous organisons de très nombreuses formations pour les métiers dont nous avons besoin pour notre ouverture. Je m'appelle Vincent, je viens de suivre la formation pour devenir maître nageur. Dans un premier temps, c'était une formation qui débouchait sur un diplôme sportif, un diplôme niveau bac. N'ayant pas le bac, c'était intéressant pour moi. Et c'était surtout le côté sportif qui alliait à la fois la natation, la pédagogie et beaucoup d'autres connaissances comme l'anatomie, etc. Nous formons également des commis de cuisine, des employés polyvalents de restauration. Attention, déjà, tu sélectionnes bien les queues, parce que les queues, j'en veux pas. Plan de travail propre, là, ton plan de travail, il n'est pas assez propre. C'est de la viande qui est quand même, qui est pas du tout grasse, donc il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais surtout, vous faites des morceaux, tous de la même grosseur, de la même taille, d'accord, pour que la cuisson soit homogène. La plupart de nos emplois sont des contrats de travail à durée indéterminée et à temps plein. Ce que nous recherchons chez nos candidats, c'est dans un premier temps le sourire. Nous sommes une destination touristique, nous accueillons le client et le client, il faut l'accueillir avec gaieté, bonne humeur et le sourire. Vous êtes intéressé? C'est sur le site internet de Pôle emploi, région Île-de-France, qu'il faut vous connecter pour déposer votre candidature. Bonne chance! Et comment vous irez dans ce club de vacances? Il fera peut-être beau. Bon, justement, on nous attend Amaury Guibert, notre correspondant permanent sur place, pour vous parler du Brexit. Quel rapport avec l'Allemagne? Vous allez voir, parce que le Royaume-Uni a déclenché la procédure de divorce. On vous en a parlé la semaine dernière. Et s'il y a en Europe un pays qui s'inquiète, peut-être plus que les autres, c'est l'Allemagne. Amaury, chez vous, les inquiétudes sont de quel ordre? Parce qu'on a vu en France pourquoi ça les inquiète. Alors, là-bas, en Allemagne, c'est pour l'avenir de l'Union, pour l'économie ou pour les deux? Bonjour Amaury. Bonjour William, bonjour à toutes et à tous. Les inquiétudes, elles sont d'abord économiques, tant les liens commerciaux entre les deux pays, entre le Royaume-Uni et l'Allemagne, sont très forts. Les exportations allemandes au Royaume-Uni, cela représente 84 milliards d'euros par an. Rien que pour le secteur de l'automobile, un secteur très important ici en Allemagne, c'est 27 milliards d'euros par an. En fait, le Royaume-Uni, c'est le 3e marché à l'export pour l'Allemagne. Autant dire que ce Brexit, ce divorce, n'augure rien de bon pour l'économie allemande, parce que quand les Britanniques seront sortis de l'Union européenne et donc du marché unique, les échanges devraient ralentir. Et pour des milliers de petites et moyennes entreprises allemandes qui sont ici en Allemagne très orientées vers l'export et vers les marchés mondiaux, les inquiétudes sont grandes, même si vous allez le voir, il y en a d'autres aussi qui se réjouissent de ce Brexit. On va voir tout ça dans ce sujet réalisé avec Brice Boussoir et Julien Méchossi. C'est une PME comme il en existe tant en Bavière. Spécialisée dans l'équipement des véhicules pour les professionnels et les services publics, elle dépend beaucoup de l'export. Son premier marché, c'est le Royaume-Uni,
et elle ressent déjà les effets du Brexit. Rien qu'avec les fluctuations entre l'euro et la livre, on a déjà perdu 1 million d'euros et on n'est qu'au début du Brexit. Ça va être très difficile pour nous de rester compétitifs sur ce marché. Autre secteur, mêmes inquiétudes. Chez ce fabricant de cintres, le Royaume-Uni, c'est le 3e marché à l'export. L'avenir de l'entreprise et de ses 57 salariés est aujourd'hui menacé. Ça a été un grand choc pour nous, car ces dernières années, nous avons renforcé notre présence sur le marché britannique, qui était très attractif. Certains en Allemagne espèrent pourtant profiter du Brexit. À Francfort, la mission de cet homme, c'est d'attirer les banquiers de la City de Londres. L'une des questions qui revient le plus souvent, c'est sur les bonus. Est-ce que la loi les encadre? En Allemagne, non. Ajouter la présence de la Banque Centrale Européenne, une situation idéale de bonnes infrastructures, Francfort a des arguments. Ils ont déjà convaincu une grande banque de quitter Londres pour emménager dans ses locaux. 200 salariés vont bientôt travailler ici. À Francfort, il y a encore assez de bureaux vacants, si on compare avec d'autres villes. Et puis c'est plus abordable qu'à Paris ou à Dublin. Derrière le Brexit se joue un autre match. Quelle ville va devenir la première place financière d'Europe? Francfort espère bien remporter le titre. Alors, on l'a vu la semaine dernière, Amaury, les négociations vont commencer. Et quelle est la position de l'Allemagne dans ces négociations qui vont s'ouvrir là sur le Brexit ? Alors Angela Merkel, la chancelière allemande, a fixé un peu la ligne de conduite la semaine dernière et la ligne à suivre pour elle est très claire. Les 27 États membres de l'Union européenne doivent négocier d'un bloc avec le Royaume-Uni. Hors de question qu'il y ait des négociations séparées entre l'un des États membres et le Royaume-Uni. Deuxième point important pour la chancelière, il faut que tous les sujets soient abordés et négociés pendant les 2 ans impartis, pendant les 2 ans pendant lesquels on va négocier avec le Royaume-Uni les conditions de sortie. Angela Merkel ne veut pas qu'un sujet soit laissé sous le tapis et puis on verra après au bout des 2 ans. Non, il faut vraiment tout négocier d'un bloc. Mais quand on voit la liste des sujets à traiter dans ces négociations, on se dit que le défi est immense parce qu'il y a avec les 27 et le Royaume-Uni énormément de sujets à traiter et pays par pays aussi. Je vais vous citer un exemple pour l'Allemagne, c'est l'exemple des pêcheurs. Les pêcheurs allemands en effet qui vont en mer du Nord le long des côtes britanniques pour pêcher le hareng. Eh bien dans le cadre du Brexit, il va falloir négocier avec le Royaume-Uni pour l'accès de ces pêcheurs aux eaux britanniques. Si ce n'est pas fait, eh bien les pêcheurs allemands ne pourront plus accéder à ces eaux britanniques. Il y aura des milliers d'emplois qui pourront être supprimés, des pertes qui se chiffreront à des centaines de millions d'euros. Donc on le voit, ce Brexit, c'est un avis de tempête pour la filière de la pêche allemande, mais c'est un avis de tempête pour toute l'économie allemande. Bon, on y reviendra bien sûr au fur et à mesure. Merci beaucoup Amaury, à bientôt avec Béatrice. Il y a un peu de tout ce matin, hein? Oui, bonjour William, bonjour à tous. Ce matin, je me suis retrouvé empêtré dans une presse qui tire à U et à dia. Bien difficile d'en extraire un fil conducteur avec des unes aussi variées que celles des Échos qui s'attardent sur le fait que la CFDT ait détrôné la CGT dans le secteur privé, celle du Parisien qui disserte sur les premiers portiques TGV mis en place par la SNCF dans les gares, ou encore la une de la Croix qui se félicite qu'un pôle scientifique de rang mondial soit en train de se constituer au sud de Paris. À sa clé, ce sera notre Silicon Valley à nous. Il est bien sûr aussi question de politique ce matin, ou plutôt d'économie, parce que Libération, Le Figaro et l'Opinion épluchent les programmes des candidats à la présidentielle, ce qui nous vaut ce dessin savoureux de CAC. On est censé présenter un budget franc et sincère, disent de concert Macron et Fillon à Marine Le Pen, qui rétorque que je ne sais pas s'il est sincère, mais il est en franc, le budget. Bref, comme ce matin ça part dans tous les sens, ma seule chance de donner un peu d'unité à tout ça, c'est de vous proposer un « Qui a dit quoi ?» Alors allons-y, qui a dit « Si la Chine ne règle pas la Corée du Nord, nous le ferons nous-mêmes ». Oh, ça c'est du Donald, non? Oui, c'est un chef d'État, j'allais vous dire, qui confirme sa réputation de personnage incontrôlable, dont les plus pessimistes estiment qu'il pourrait déclencher une guerre par inadvertance ou par tweet, et les plus optimistes disent qu'il ne finira pas son mandat. Alors Donald Trump, effectivement, qui ne fait pas cette déclaration complètement par hasard, hein, il veut mettre la pression sur la Chine parce qu'il en reçoit le président en Floride jeudi prochain. Il a parlé de rencontres très difficiles et les États-Unis estiment en effet que les Chinois sont les seuls à pouvoir influer sur la Corée du Nord dans sa course
à la prolifération nucléaire. Trump ne donne pas de détails, évidemment, sur les actions envisagées. Il dit « Je ne suis pas les États-Unis du passé, ceux d'avant, qui indiquaient « Oui, nous allons frapper à tel endroit, au Moyen-Orient ». Qui a dit, à propos des Républicains, vous les avez vus tous récitant leurs textes avec leurs airs empruntés de mauvais comédiens. Alors c'est qui? C'est un candidat à la présidentielle, un petit candidat, mais qui pose un problème grandissant à François Fillon. Il en est question ce matin dans l'opinion. Il chasse un petit peu sur les mêmes terres que Fillon et il se voit carrément au second tour. Là, il va peut-être un petit peu loin. C'est Nicolas Dupont-Aignan, exactement. Les fillonistes ne prêtaient pas trop attention à lui. Ils disaient, bon, il va faire 1%, sauf que ce 1% pourrait fort manquer à Fillon au soir du premier tour. Donc, dans l'opinion, vous lirez ce matin qu'un député Les Républicains dit qu'il entend de plus en plus de personnes sur le terrain qui disent vouloir voter Dupont-Aignan parce qu'elles ne peuvent pas voter Front National et qu'elles ne veulent plus voter Fillon. Qui a dit? Le PS n'est pas mort, mais en fragilité. Alors ça, c'est un politique socialiste. Alors quand on atteint de tels niveaux en matière d'euphémisme et de langue de bois, c'est qu'on a affaire à un vieux de la vieille, un apparatchik, un spécialiste. En plus, vous allez voir, la photo est drôle. Allez, qui voilà? On dirait un parrain sur la photo, là, non? Oui. Faites voir la photo. Allons-y. C'est Julien André. Là, et voilà, avec les lunettes. Il y a un truc, c'est à mi-chemin entre Don Corleone et Jaruzelski, quoi. Hein, voilà, c'est un peu les deux. Longue interview ce matin dans Libération où il se désole de la stratégie adoptée par Benoît Fillon. Benoît Hamon. Et puis il ne se remet pas du renoncement de François Hollande. Avec lui, la campagne aurait eu une autre teneur, dit-il. Qui a dit, pour finir, c'est le début de la fin pour Monaco. Alors on ne parle pas du royaume de Monaco, hein. De la principauté, mais on parle de foot, évidemment. Un commentateur sportif, non? Non, oui, enfin, un ancien joueur. Non, alors voilà, c'est une icône du foot français, mais une icône des bancs de touche. Pas joueur, plutôt entraîneur. Du côté de la Bourgogne. Ah oui, d'accord. Guy Roux. Voilà, oui, c'est Guy Roux qui s'exprime aussi dans le Parisien ce matin. Alors il voit bien le Paris Saint-Germain, in fine, faire la peau de Monaco en championnat, parce que Monaco est engagé sur plusieurs tableaux, la Coupe de France, mais aussi et surtout la Ligue des Champions. Et Paris, dit Guy Roux, doit tout gagner avant la fin de la saison pour se racheter de l'humiliation de Barcelone et de la fameuse remontada. Ouais, merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est une partie moins connue de l'œuvre de Robert Doisneau. C'est avant quelle époque alors? On est là dans les années entre 45 et 60, lorsqu'il va signer un contrat avec le magazine Vogue pour aller faire des photos effectivement qu'il n'a pas l'habitude de faire. Robert Doisneau, c'est un photographe, même si on l'a accusé de faire poser ses photos. Souvenez-vous, le baiser de l'hôtel de ville, ce fameux couple d'amoureux, c'est un vrai couple d'amoureux, mais la photo est posée. Et ça, on l'a beaucoup... Oui, parce qu'on pensait, c'est des photos volées, prises comme ça. Voilà, alors qu'il avait demandé effectivement de passer et de s'embrasser. Mais c'est un vrai couple d'amoureux, mais il n'empêche quand même que c'est un photographe reporter qui va faire des photos sur le vif. Et là, Vogue va lui demander finalement tout un tas d'autres choses, à savoir photographier les bals mondains, faire quelques photos de mode. Et lui, c'est pas son milieu. Il n'est pas à l'aise avec ça. Mais il va le tenter quand même parce qu'on va le convaincre en lui disant vous avez un œil que les autres n'ont pas. C'est ce qui nous intéresse. Donc vous allez faire ça différemment. Amusez-nous, surprenez-nous. Et c'est ce qu'il va faire. Et ça va être aussi un job alimentaire pour lui. Et pendant ce temps-là, il va pouvoir faire ses photos de son côté, ce qu'il aime faire, pendant qu'il travaille pour Vogue. Il a fallu choisir entre 450 000 négatifs. Robert Doisneau, c'est 450 000 négatifs. C'est sa fille qui nous a confié ça. Et nous avons rencontré justement une des deux filles qui nous raconte ses années Vogue et qui nous raconte le choix de ses photos. C'est à l'espace Richaud à Versailles. On y va tout de suite. Cette exposition qu'on présente actuellement à l'espace Richaud à Versailles est une exposition photographique de notre père, Robert Doisneau, et elle présente le travail qu'il a effectué pour Condé Nast, donc pour la revue Vogue, où il a été salarié de 1949 à 1952, mais il a continué à avoir des commandes, en particulier sur la vie artistique à Paris, pendant toutes les années 50 jusqu'aux années 65 à peu près.
il n'était pas photographe de mode. De Brunoff, qui était le patron de Vogue, le savait bien. Et donc, il lui a assez peu demandé de faire des reportages de mode. Mais il y a quand même quelques images de mode. Et on s'est amusé à les montrer parce qu'il y a aussi, sur ces photos-là, des mannequins tout à fait intéressants. Il y a Brigitte Bardot, qui a 17 ans, je crois, à l'époque, et qui pose pour des robes du soir, mode jeune fille, avec des robes de Jacques Fat. Il y a Niki de Saint-Phal, qui n'est pas encore l'immense sculpteur qu'on a connu après, mais qui est mannequin et qui pose en couverture, couleur, avec un petit chapeau tambourin absolument incroyable. Donc il y a quelque chose de très très savoureux aussi dans ces images de mode. Dans les photos qu'on voit pour Vogue, il y a à la fois des photos qui sont posées, mais la plupart du temps, c'est des photos de reporters. Quand il va faire des répétitions de spectacles, il ne fait pas poser les gens. Quand il est dans les bals mondains, il ne va sûrement pas demander à la vicomtesse de Ribe de poser pour lui. Il essaye de se faire tout petit et d'être au milieu de la foule et pouvoir avoir des prises de vue sur le vif. C'est la pratique d'un photographe reporter. Nous, avec ma sœur, nous avions toujours entendu un discours assez négatif sur ces années Vogue. Et puis un jour, j'ai rencontré Edmond Charleroux, rédactrice en chef, et elle m'a dit « Oh, mais bien sûr qu'il disait qu'il était un peu perdu dans ce monde-là, que c'était pas le sien, etc. Mais moi, je l'ai vu aussi comme un enfant dans la vitrine du Père Noël. D'une part, c'était pas son milieu, c'était un homme qui avait le cœur à gauche, qui se sentait mal à l'aise dans cette espèce de débordement de luxe. Mais en même temps, il s'y est, je crois, bien amusé parce qu'il se trouvait dans un monde extrêmement photogénique. Il a un regard d'ethnologue un petit peu sur ce monde de la grande bourgeoisie, de l'aristocratie. Et il fait des photos de grands photographes, je trouve. Ça veut dire tout simplement que quand on est un grand photographe, peu importe le sujet, quoi. Finalement, on peut tout faire. On peut tout faire. Donc c'est à découvrir à l'espace Richaud à Versailles jusqu'au 28 mai. Merci beaucoup, Béatrice. À tout à l'heure, la météo maintenant. Il s'agit de printemps. On reçoit Philippe Poutou. Candidat à la présidentielle pour le NPA, alors il a fait un poisson d'avril très remarqué. Il a annoncé qu'il ralliait Emmanuel Macron. Je vous assure, on en est loin. Il est le seul candidat ouvrier de cette présidentielle et il propose entre autres de supprimer tout simplement la présidence de la République. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Alors c'est l'information de la nuit, l'échec des négociations en Guyane. L'État proposait 1,5 milliard, les Guyanais attendaient 2,5 milliards et un plan d'urgence immédiat et non pas sur 10 ans. Est-ce que vous avez une approche singulière sur ce sujet ? C'est-à-dire singulière. Une approche à vous ? Vous dites il faut des fonds supplémentaires, il faut un plan d'urgence déclenché oui. d'ores et déjà. Qu'est-ce que vous leur dites aux Guyanais ? Nous, on pense que déjà, la mobilisation, c'est ça qui va être déterminant, c'est qu'ils se battent eux-mêmes, qu'ils défendent leurs propres intérêts, parce que c'est vrai qu'on l'a vu, on l'apprend un peu plus maintenant, le taux de chômage qui est le double ici, un niveau de pauvreté énorme, même un niveau de services publics complètement sous-développé, donc il y a une urgence aujourd'hui, donc ça fait quand même certainement des années que ça va pas bien, et puis là, ils se mettent en colère, et on voit que ça a fait bouger les choses, en tout cas le gouvernement se déplace, enfin, et puis il y a que des débuts de réponse, mais c'est vrai que là, il y a un bras de fer, il faut espérer que le mouvement tienne, que là il y a une grève générale, que ça reste vous leur très dites, tenez uni. bon, tenez le plus longtemps possible. Ouais, je leur dis, moi j'espère parce que je sais que ça marche comme ça aussi, c'est parce qu'il y a des mobilisations que les choses évoluent, qu'elles vont dans le bon sens. Après 1 milliard, 2 milliards et demi, certainement qu'ils ont raison, ils ont dû calculer. Mais au-delà de ça, il y a aussi cette idée peut-être qu'il y a un vrai développement des services publics, qu'il y ait une vraie politique d'embauche, et puis que quelque part aussi cette économie-là, elle soit un peu entre les mains de la population, parce qu'en fait tout est dirigé depuis l'État français, et même les collectivités territoriales, elles n'ont quasiment aucun pouvoir. Donc il y a le problème posé aussi d'une autonomie de la population. Dans l'approche que vous avez de la lutte rapport sociale. un peu colonial, il y a aussi un problème d'émancipation certainement, et qu'on le voit bien, il y a un sous-développement alors que c'est soi-disant la France. Donc il y a un problème de rapport de force, il y a un problème aussi que la population puisse elle-même vraiment maîtriser sa propre économie. Donc la seule chose que vous dites ce matin aux Guyanais, c'est tenez bon, mais tenez bon jusqu'à quand? Tenez bon, pourquoi faire? C'est pas évident une grève générale de tenir sur la durée. C'est pas évident, c'est pour ça, je sais, on sait, nous aussi
En France, on a eu des mouvements comme il y a un an avec le mouvement contre la loi travail. Donc quand il y a une mobilisation, on ne sait jamais trop comment ça tient. Et puis c'est pas évident parce que voilà, il y a plein de complications. Mais là, oui, si on le sait de toute façon, plus ils tiendront, plus ils seront unis, plus là visiblement, j'étais à une manifestation dimanche de soutien et il y a plein de choses qui se racontent. Et c'est vrai que c'est quand même les barrages, l'organisation des barrages. Voilà, ils retrouvent confiance en eux-mêmes. Il se passe beaucoup de choses. Donc c'est important que ça aille jusqu'au bout. Puis et vous allez aller les soutenir? Aller là-bas? Oui. Non, il n'y aura pas les moyens. Enfin, on n'a pas les moyens. Puis ça va être compliqué dans la campagne et tout ça. Mais c'est sûr que nous, en tout cas, on a des camarades là-bas. Il y a des liens. Mais en tout cas, oui, on leur souhaite bon courage et qu'ils tiennent bien. Et puis là, ça a l'air bien parti quand même. Un mot sur Jean-Luc Mélenchon. Il semble porté par une dynamique dans l'opinion. Il y a eu un sondage qui explique qu'il est celui qui représente le mieux la gauche aux yeux des Français. Est-ce que vous le voyez, vous, comme la dernière chance de faire gagner la gauche? Non, enfin, on voit mal la gauche gagner, mais on n'est pas. Après, c'est la question de la gauche. Qu'est-ce que c'est où ça commence, où ça finit? C'est pas la gauche. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est parce qu'après, est-ce que ça va jusqu'à Macron? Est-ce que ça comprend le PS? C'est compliqué tout ça parce qu'on a eu une politique de droite menée par un gouvernement soi-disant de gauche. Après, on voit bien qu'il y a des tentatives de sauver un PS ou de sauver une gauche ou de reconstruire une gauche. Nous, on est sur des idées un peu différentes. On pense pas que, enfin, en tout cas, on pense que la gauche institutionnelle ou gouvernementale a fait faillite. Après, le problème qui nous est posé, c'est de construire une gauche de combat, une gauche anticapitaliste, mais qui défende vraiment les intérêts de la population. Mais en fait, le problème pour nous, c'est que c'est à nous-mêmes, à l'ensemble de la population, des travailleurs, des opprimés, de s'organiser et justement de plus faire confiance aux politiciens et d'arriver à un moment donné... C'est curieux parce que je vous interroge sur Jean-Luc Mélenchon. Vous essayez de partir du côté de Macron, du côté d'un discours assez large. Est-ce qu'il est une chance de faire gagner la gauche? Si on est là, c'est que c'est pas... En plus, on est là pour parler de nous, pas pour parler des autres non plus. Quoi. Vous êtes là pour parler de la gauche ou pas? Non, de nous, de nos combats sociaux, du fait que ça change. Et c'est vrai qu'après, nous, on a un petit problème avec tous ces politiciens qui veulent arriver comme voilà, c'est moi maintenant la solution. Nous, on pense pas. On pense que la solution, c'est justement ce qui se passe en Guyane. C'est que même, y compris ici, le problème est posé d'une mobilisation sociale pour la défense du niveau de vie, pour les emplois, pour les services publics. Et donc, c'est pour ça que la solution, c'est ce que nous, on met en avant dans cette campagne-là, c'est ça, c'est nous, comment on peut reconstruire quelque chose, comment on peut redevenir une force sociale et politique. Et ça ne passera pas par un sauveur ou par quelqu'un, même si avec Mélenchon, on a des points communs évidemment, parce qu'il y a des revendications, ou en tout cas dans le programme, des choses qu'on peut dire ensemble. Mais il n'a pas été très sympathique avec vous hier dans le JDD. Il a dit, en gros, que votre programme était moins radical que le programme commun. Sous-entendu, vous êtes rangé. Oui, ah ouais, oui. Non, mais bon, après, c'est des combats de coq comme ça. C'est aussi ça que favorise l'élection présidentielle. Mais non, mais nous, on est vraiment sur une rupture avec le capitalisme. Je ne sais pas si Mélenchon, ce qu'il va en penser de ça, mais on est pour l'expropriation des banques, on est pour l'expropriation de grosses entreprises capitalistes, on est pour l'autogestion, on est pour une véritable démocratie, et ça passe par la confrontation avec le capitalisme et avec la classe possédante. Donc après, je ne sais pas qu'est-ce qui est le plus ou moins radical par rapport à ce qu'il dit, mais bon, on est sur cette idée-là qu'il faut absolument que la population prenne ses affaires en main, face à la politique elle-même. Et justement, le monde politique, en plus, avec toutes les affaires qu'il peut y avoir, il y a une urgence à rompre avec ça. Est-ce qu'on parle de l'emploi? Vous voulez qu'on parle de l'emploi? Si vous voulez, si c'est vous la priorité. Vous avez des choses à dire. Oui, j'espère que vous en avez des choses à dire. Il y a un dossier qui concerne 800 salariés menacés. Je ne sais pas si vous connaissez cette entreprise, elle s'appelle MIM. MIM, c'est une entreprise de textile bon marché. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. Voilà, donc c'est très curieux parce que c'est un dossier en pleine campagne présidentielle. 800 emplois, donc après la halle aux vêtements, il y a 60 millions d'euros dans cette entreprise. Le tribunal de commerce a validé l'offre d'un repreneur. Et l'avocate, elle dit de cette entreprise, ce qui représente les salariés, elle dit aucun candidat à la présidentielle ne s'est emparé de ce sujet-là. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? J'en sais rien, on n'est pas obligé de savoir tout non plus. Donc là, on est au courant maintenant. Enfin, moi, je sais maintenant. Mais nous, sur la question des licenciements, on pense qu'il faut les interdire. Il faut aujourd'hui qu'il y ait une loi qui protège les salariés. Et c'est la question aussi de maintien d'un revenu. Voilà, il n'y a pas de raison que les salariés soient victimes comme ça des aléas de la crise économique ou des choix comme ça d'actionnaires ou des choix politiques de multinationales, de grosses sociétés. Donc il faut une protection absolue. Et c'est l'interdiction des licenciements. Et puis au-delà de ça, c'est une politique radicale en rupture avec tout ce qui est mené. C'est-à-dire qu'après, c'est la question de la réduction du temps de travail pour toutes et tous, et c'est la question donc de la répartition du travail. Donc ça, c'est sûr que c'est en opposition à tout ce qui se fait. Donc après, comment on arrive à le mener? Après, c'est le problème du financement d'une part. Nous, on pense que de l'argent, il y a des milliardaires, il y a des 75 milliards de profits, des 55 milliards distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. Enfin, on voit que l'argent, il y en a, mais on voit que cette crise-là... Là, c'est juste un changement de modèle économique, c'est-à-dire c'est la vente en ligne de vêtements, donc sur Internet, qui non, mais là, c'est le secteur. Là, c'est la vente en ligne, mais tous les secteurs sont touchés par des licenciements, que ce
soit les magasins, le commerce, l'industrie, tous les secteurs sont touchés. Et puis les services publics, on voit que c'est le même problème. Donc la seule réponse à ça, c'est l'interdiction des licenciements, c'est l'arrêt des suppressions d'emplois, c'est des politiques massives d'embauche. Et ça veut dire redistribution des richesses. Et ça veut dire que les richesses, comme elles ne sont pas redistribuées naturellement ou toutes seules, ça veut dire qu'il faudra l'imposer. Donc c'est pour ça qu'il faut du combat social. Et c'est pour ça qu'après, il faut une politique radicale qui permette de prendre l'argent là où il est aujourd'hui. Vous êtes un nouvel abonné au buzz à la télévision. Vous avez réglé vos comptes avec les chroniqueurs de Laurent Ruquier. Non, j'ai rien réglé du tout. Bon, ça a été un peu tendu, ça arrive de temps en temps. Juste, est-ce que vous considérez... C'est des gens qui réagissent justement à une forme d'arrogance, à une forme de mépris social qui s'exprime, mais pas que chez Ruquier, hein, parce qu'il y a le traitement inégalitaire des candidats, parce qu'on le voit aujourd'hui. C'est un des aspects qui a été... Non, mais c'est fini. Un des aspects qui a été discuté chez Ruquier, c'est qu'il y en a qui ont 1 heure de parole, il y en a qui ont 20 minutes, alors qu'on est censé se retrouver à égalité, puisqu'on a les 500 parnages. C'est bientôt l'égalité, là c'est l'équité uniquement. Donc c'est antidémocratique. L'équité, c'est pas démocratique. Une dernière question, est-ce que vous considérez comme une victime du système, vous aussi? Non, pas du tout. Non. Le système capitaliste est profondément injuste. On le combat et on le dit dès qu'on peut le dire. Et voilà. Donc il n'y a pas de démocratie à la télévision comme ailleurs. Il n'y en a pas. Les médias font ce qu'ils veulent et donc on le dit quand. Vous étiez content d'être là ce matin quand même. Mais bien sûr. Bon, mais on est aussi content pour dire ces choses-là parce que ouais, à mon avis, il veut revenir. Hein. Bah oui, il reviendra d'ailleurs. Dès que je peux, je reviens. Oui. Merci beaucoup en tout cas. Allez, dans quelques instants, on va s'intéresser, madame, monsieur, à une initiative. Avec la spécialiste de la consommation ici à Télématin, autrement dit Isabelle Martinet, on va vous parler d'un étiquetage nutritionnel. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça a été décrété par le ministère de la Santé. Oui, alors, absolument. Qu'est-ce qu'il dit cet étiquetage à nous et aux industriels? Absolument. Déjà, c'est un principe qui a été mis au point après avoir été testé quand même dans une 60aine de supermarchés pendant 10 semaines avec l'appui d'une 30aine de fabricants et de distributeurs. Bon. Plusieurs systèmes ont été testés et il y en a un qui est ressorti et qui va être entre guillemets validé, c'est-à-dire qu'on attend l'arrêté vraisemblablement aux alentours de la mi-avril pour que ça puisse s'appliquer dans les supermarchés. Voici, ça s'appelle donc Nutri-Score, c'est son nom. C'est une étiquette couleur qui va du vert à l'orange, disons bien mûr, l'orange foncé. Et plus vous allez vers le rouge, plus ça signifie que eh bien, le plat ou le pain ou la viennoiserie ou la boîte de conserve, que le produit alimentaire contient des nutriments qui sont, disons, pas très positifs. Mais est-ce que il n'y a pas de discrimination. Est-ce que c'est précis au point de dire qu'il y a trop de sucre, trop de gras, trop de sel? La réponse est non. Ce n'est pas l'objectif de cette étiquette. Ah bon. L'objectif, c'est quoi? C'est d'aider tout simplement le consommateur pendant l'acte d'achat pour dire, ben voilà, là, vous avez un produit qui est ultra sain aujourd'hui. Demain, vous pourrez manger du œuf. C'est pas discriminant. On a le droit de se faire plaisir. Mais qui dit œuf, dire... il y a peut-être plus de sucre ou plus de sel ou plus de matière grasse. Le fait de dire trop de sucre ou... C'est pas trop. Ça, c'est le rôle de l'étiquette. C'est pas trop, c'est plus. Non, mais c'est ça, c'est plus, exactement. Est-ce que les industriels auront obligation de coller ça sur le produit? Non, ce n'est pas une obligation. C'est une recommandation. Ceci étant, au final, ça va vraisemblablement... soit ils choisissent de jouer le jeu, soit ils ne le font pas. Mais vraisemblablement, l'objectif, c'est aussi de faire en sorte que certaines recettes puissent évoluer. Est-ce que l'enseigne, le supermarché, pourra, elle, mettre son étiquette derrière en disant « il l'a pas mis, il a oublié de le mettre, l'industriel, mais moi je vous signale que c'est plus de sucre ou plus de gras ». Non, les distributeurs vont le faire sur leur marque propre. Ça sert à quoi, votre truc? Si, ça sert à... Quand vous faites vos courses, William, si vous devez prendre chaque produit alimentaire, le retourner et vérifier l'étiquetage, il vous faut une demi-journée. Donc là, c'est vraiment... c'est une appréciation, comme nous l'a dit le directeur général de la Santé, pour nous aider à faire le bon choix. Et nous avons aussi rencontré un fabricant qui a joué le jeu et qui nous explique comment ça va fonctionner, comment on va, entre guillemets, noter ces produits. Regardez. C'est une appréciation globale. Elle informe d'une approche générale, d'une qualité nutritionnelle pour un plat, et en particulier des plats composés, ou des boîtes de conserve, ou des viennoiseries, des pains, et toutes sortes d'aliments peuvent être, de ce point de vue-là, étiquetés. Le fabricant décide ou non de mettre cet étiquetage, et donc il calcule lui-même ce score, qui est un score qui est à disposition publique. C'est un système très simple.
On rentre les données nutritionnelles de nos produits dans un ordinateur. Et d'un côté, on va prendre les éléments négatifs que sont le sucre, le sel, les matières grasses. Et de l'autre côté, les éléments positifs comme les protéines, les fruits et légumes et les fibres. Et l'ordinateur va calculer un score qui va nous donner à la fin sur l'emballage une lettre qui va de A à E. Il y a ensuite un contrôle qui est fait par les autorités nationales, en particulier la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes. La vraie surprise de cet étiquetage, elle porte tout d'abord sur la possibilité de comparer facilement un jambon classique et un jambon à teneur réduite en sel. Ils n'auront pas la même note. Et puis surtout, c'est sur la catégorie plat cuisiné que ça se passe, puisque ce sont des produits qui sont régulièrement dénigrés. Et on voit qu'avec la composition nutritionnelle qu'on a intégrée dans nos plats, ils sont systématiquement entre A et C. Cet engagement à réduire des produits dont l'excès, on le sait, est relié à des maladies chroniques, le sel notamment avec les accidents vasculaires cérébraux, eh bien cet effort-là va être encouragé par cet affichage nutritionnel pour essayer de tendre à avoir des produits qui soient le plus possible entre le A et le C. Les industriels reformuleront leur production de telle sorte que leur valeur s'améliore et de fait deviennent des arguments marketing importants pour leurs consommateurs. Cet étiquetage, évidemment, il va nous inciter à poursuivre l'amélioration nutritionnelle de nos produits, mais on veut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on travaille aussi sur la réduction des additifs, sur par exemple la sélection de filières d'approvisionnement qui vont permettre au final au consommateur d'avoir une information complète sur ce qu'il achète. Bon, on verra à l'usage. Oui. Absolument. Bon. Mais ça devrait... c'est une initiative franco-française, hein, donc Et ça peut-être rentre qu'au niveau en européen, ça va suivre. D'accord, ça rentre en application quand, bientôt? Eh bien, quand l'arrêté sera sorti, donc disons oui. courant avril, vers la mi-avril, a priori dans ce siècle-là, et sans doute en magasin à partir du mois de septembre, le temps que les fabricants revoient l'étiquetage et rentrent les données dans les ordinateurs pour pouvoir noter les produits. D'accord. Bon, à suivre. Dans l'actualité de la consommation, justement, mais sur Internet, Olivia du Web vous propose quoi? Prendre soin de notre peau. Savez-vous en moyenne combien de produits une femme s'applique sur le corps chaque jour? 150 ingrédients qui sont dans les produits de beauté, entre les gels douche, les déodorants, le maquillage, les crèmes. Oui. 150 ingrédients qu'on ne connaît pas, évidemment. Alors, comment savoir s'ils sont nocifs ou pas? Eh bien, il y a une appli qui s'appelle Clean Beauty, qui est toute nouvelle. Vous allez photographier l'emballage et là, elle va détecter les produits qui sont jugés nocifs par la communauté scientifique. Ils y vont fort, c'est pas comme les précédents. Voilà, exactement. Voilà, donc il y a les perturbateurs endocriniens dont on a beaucoup parlé évidemment, les conservateurs qui sont jugés préoccupants, les agents irritants. Ça fonctionne avec tous les produits d'hygiène et de beauté, y compris ceux des enfants. Et puis si ça n'a pas marché sur votre étiquette, il y a aussi un glossaire avec 800 ingrédients répertoriés. Bon, c'est un peu long, mais bon, quand même. Bon, à tester, puis vous nous direz ce que vous en pensez. Merci beaucoup. À tout à l'heure. La météo maintenant avec Nathalie. On va ouvrir ce bloc-notes avec un événement artistique et culturel qui s'est déroulé il y a quelques jours dans un club de la capitale. On avait donné là-bas carte blanche à un réalisateur français qui s'appelle Michel Gondry. Si vous ne le connaissez pas, Anna va vous expliquer qui il est. Et Anna y était, bien sûr. Alors ça consiste en quoi? Et d'abord, qui est ce monsieur? Michel Gondry est un réalisateur qui a marqué, si vous voulez, par son univers particulièrement indépendant. On l'avait déjà rencontré ici, puisque je vous avais emmené sur son usine de films amateurs, où il propose à tout un chacun de prendre une caméra et de rentrer dans des vrais décors de cinéma à la Gondry, c'est-à-dire avec toujours un univers de jeu, rester un grand enfant. Il faut peut-être citer un ou deux. Avec plaisir, L'écume des jours, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. C'est ce qu'il a fait connaître au grand public. Absolument. Soyez sympa, rembobiné et bien d'autres. Que des films malins, drôles, touchants et surtout qui font appel à l'enfant qui est en chacun d'entre nous. Pour vous aider encore plus, c'est un monsieur qui a fait des clips. Oui, plein, dont de Björk, de Métronomie, plein de clips. Enfin, c'est un réalisateur absolument génial. Voilà. Et on l'a rencontré au Salon. J'adore dire ce mot à la télévision.
J'adore. Et justement, c'est doublement Ça s'écrit pertinent. comment SALO, accent grave, en hommage à Pasolini, le réalisateur italien, et son film culte La de République 76. de Salo. Exact. Eh oui. Ah oui, alors la République, ça c'était, ça a été un petit peu une autre période de l'histoire, si je ne m'abuse. Mais là, c'est vraiment, on parle vraiment du film, et c'est génial parce que justement, d'abord, le fait de dire ce mot à la télé campe bien l'idée de ce lieu qui est de donner libre cours complètement à l'univers des artistes. C'est un peu sexy. Non, parce que Salo, ça le film, peut, ça dépend. il était un peu. Oui, il était un petit peu beaucoup. Oui. Ça peut l'être, en fait. L'idée du Salo, c'est vraiment de donner carte blanche à des créateurs, à des artistes, qui soient auteurs, réalisateurs, danseurs, comédiens, tous investissent pour 3 nuits ce lieu. Et, ils font quoi? Ils y développent exactement ce dont ils ont envie. On rentre dans leur univers, dans leur tête. Ils invitent les amis qu'ils veulent, de la musique, des projections, des installations. Voilà. Et tous en même temps ou chacun son tour? Non, tous en même temps, pendant 3 nuits, dans ce lieu qui est assez grand. Et donc, il y a des petits lieux comme ça, un peu cachés. Michel Gondry nous a fait faire la visite, je vous invite. Et après, je vous parlerai de qui vient les prochaines fois. D'accord. J'en trépigne. On a toujours défendu, on va dire, la culture d'auteur et la culture indépendante. En fait, nous, on a dénudé l'espace au maximum pour qu'eux puissent rentrer dedans et mettre en exergue l'ensemble de leur univers. Donc on a vraiment juste créé un premier cadre dans lequel ils peuvent inventer ce qu'ils veulent. Ce qui est bien ici, c'est que, bon, évidemment, ça paraît évident de le dire, c'est brut. Et il y a plein de petits coins, de petites pièces. Moi-même, je m'y perds. Dans les usines de films amateurs, on appelle ça un mini-décor. C'est des sortes de trucages pour donner l'impression qu'on voit la voiture se déplacer dans un décor. L'idée, c'est de faire des films comme on faisait quand on était chez soi, enfant, sauf qu'on peut venir en tant qu'adulte. Là, j'ai l'impression de rentrer dans un film. C'est un peu ma chambre quand j'étais petit, on va dire. Je faisais des peintures des copains de mon frère et de mes copains qui étaient punk. Dessiner, ça vous a jamais quitté non plus? Non, c'est une manière de communiquer qui sert quand je travaille. Le dessin, ça me permet d'expliquer mes idées. Par exemple, pour Microbe et Gasoil, il fallait bien représenter la voiture pour qu'ils puissent la construire. Et alors là, donc on est entouré de qui? Je voulais faire en fait un photomaton à la main. Donc je voulais être dans une petite cabine invisible avec un miroir sans teint. Ouais. Et la personne me donnerait 20 $ et je ferais son portrait en 3 minutes et je le donnerais. Mais il a fait trop froid et j'ai pas pu le faire. Et du coup, j'ai eu l'idée de faire un système par Internet. Ça a très bien marché, j'en ai fait 1600. Et votre fils, alors, il a installé une petite pièce aussi? Oui. Je suis plus dans le film d'horreur, dans les trucs assez angoissés, enfin... Toi, t'es dans l'angoisse aussi, mais c'est pas pareil. Moi, je la vis, l'angoisse. C'est le cauchemar et le rêve, quoi. Plus détendu dans la vie. Il a regardé Orange Mécanique à 12 ans aussi. Ah, voilà. Il a des excuses. Et donc voilà la fameuse scène où vous allez inviter vos amis musiciens. C'est des bouts de moi, des choses qui sont reliées à moi, par amitié, par goût. C'était un lieu qu'on avait depuis longtemps, mais on avait envie un peu de répondre à cette question de liberté d'expression qui est un peu mise en danger. Et on s'est dit qu'à notre petit niveau, on allait réfléchir et réunir un peu une famille de créatifs qui allait nous accompagner dans un peu la défense de l'indépendance. Bon. C'est pointu, hein? C'est génial, c'est ludique et surtout c'est enfin une porte ouverte complètement libre. Mais c'est comme un musée alors, on visite. C'est comme un musée qui sera en vie avec les artistes qui sont dedans et qui déambulent et avec qui on peut discuter. Ça n'est pas cher. On mange un morceau, on boit un coup, non, on fait pas ça. On boit un coup, bien sûr, on danse et c'est toute la nuit jusqu'à 6h du matin. On peut avoir des surprises tout le temps. Olivier Pi arrive. Olivier Pi, le directeur du Festival d'Avignon. Il arrive, il va nous réserver des surprises. Il lui succède. Oui, voilà, c'est ce week-end, 6, 7 et 8 avril. Il avec son univers à lui, etc. Voilà, et il y aura ensuite Blancali, enfin plein de gens comme ça, des personnalités qui libèrent l'esprit. Et c'est pas du luxe, moi je dis.
Voilà. Et c'est pas cher, réservé sur Internet. Le Salo, S-A-L-O, accent grave. Ouais, c'est pas cher. 10 €. Ah, oui. Ou 12 sur place. Ouais. Et on reste le temps qu'on veut. On reste toute la nuit, chef. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, on n'est pas obligé non plus toute la nuit. J'ai envie de vous dire, vous faites ce que vous voulez, c'est le principe de C'est cet où, endroit. C'est où bah, on met tout sur le site de Télématin. Personne n'est contraint à rien au Salo, c'est ça qui est intéressant. Parfait, merci beaucoup. Alors, 1er avril, c'était ce week-end, vous avez eu des poissons accrochés dans le dos. En tout cas, le poisson, il revient sacrément à la mode et vous avez vu ça sur le web avec Olivia, oui. Oui, l'humeur était vraiment farceuse ce week-end. On a vu beaucoup de poissons circuler sur le web, mais pas que sur le web. On en a vu aussi dans le métro. Les noms des stations de métro ont été détournés. Regardez, on a vu par exemple une Bastille pour la gorge, ou alors à Montjules, j'offre un baiser. C'était vraiment dans ces stations-là, les panneaux étaient détournés. Une tartine au beurre salé, Jussieu Giresse, de la Gentilly sur tes fraises. C'est bien, ça, c'est parfait. Des très mauvais jeux de mots, c'est formidable. Voilà, c'est un peu l'école Nathanaël de Rinxin. Oui. Vous voyez, il a fait des petits jusque dans le métro. Il a fait des enfants partout. Exactement, il y avait le hashtag Station d'Avril. Les internautes étaient invités du coup à faire leur propre détournement. Regardez, ils ont Allez-y à pied. Allez-y à pied, les internautes. Par contre, maintenant, qu'est-ce qui a eu l'idée de ces jeux de mots? C'est un monsieur à la RATP? Oui, exactement. Mais c'est qui? On peut avoir son nom? On veut le voir, nous. Je vais chercher, mais effectivement, il est très doué. Donc on va demander. Pour le féliciter, pour travailler avec lui. Ouais. Il est marrant, non? Il est marrant. C'est marrant, c'est une bonne idée. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est bien, ça. Oui, mais il y en avait plein. Hein. Il y avait j'éteins la Lomière. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. J'aurais pas venu. J'éteins la Lomière. Puis alors, évidemment, on ne pouvait pas y échapper. Celui qui nous a aussi offert son poisson d'avril. Notre astronaute préféré. J'ai décidé de ne pas rentrer sur Terre. Comment ça va, Thomas? Bah ça va, il a fait un beau poisson d'avril. Il a dit qu'il ne voulait pas rentrer sur Terre, qu'il restait là-haut. Il est rigolo, Thomas. Merci beaucoup. Avec l'historien de Télématin. Allez, place maintenant à l'actualité du théâtre vivant. Cette semaine, avec Jean-Philippe Viaud, nous avons choisi un bon moment de détente. Alors, c'est une pièce célébrissime, une comédie signée d'un auteur considéré, comment je pourrais vous dire ça? Oui, un fédo anglais. Voilà, allez. Oui, effectivement, c'est presque un vaudeville digne d'un fédo survitaminé que propose là le théâtre Hébertot avec C'est encore mieux l'après-midi du Britannique Ray Cooney. Cette folle comédie fut adaptée par Jean Poiret il y a pile 30 ans. Pierre Mondy et Jacques Villeray en créèrent les rôles principaux d'ailleurs. C'est aujourd'hui le fignoleur José Paul qui remet en piste cet insensé boulevard avec les épatants Pierre Cassignard, Lisiane Mays et Sébastien Castro en tête de distribution. Je vous assure, ça décoiffe. Mais enfin, vous n'êtes pas à Charles Noirmoutier de Strasbourg? Non, moi c'est Gilles Doléron de Poitiers. Docteur, vous allez bien? Oui, tout va très bien. C'est l'histoire d'un député qui sèche une séance à l'Assemblée nationale pour coucher avec la secrétaire du Premier ministre dans le même hôtel où il est descendu avec sa propre femme. Et il demande à son attaché parlementaire, qui n'est pas particulièrement doué, d'organiser le rendez-vous. N'oubliez jamais que c'est uniquement pour faire plaisir à votre malheureux père que je vous ai engagé comme assistant parlementaire. Hein? Non, monsieur, vous allez rester ici longtemps? Jusqu'à la fin de mon stage en juin. Je suis la femme du député en question. C'est une vraie gourmande, en fait. Et donc, elle voudrait bien remettre le couvert avec son mari, mais comme lui est occupé ailleurs, elle va... sauter sur le premier venu. Voilà, ça va être donc son attaché parlementaire, donc mon Sébastien. Un de mes serveurs est venu se plaindre. Je n'ai pas bien compris après qui il en avait, mais il semblerait qu'il s'agisse de deux amis à vous, Cri-Cri et Noirmoutier. Ici sur les planches d'Hébertot, tout est assumé avec élégance. Nous sommes là avec le must, le meilleur de ce qu'on nomme le théâtre de boulevard. Cuisiné à point, les couches feuilletées de ce millefeuille de rire se dégustent et se savourent avec un profond appétit. Fichier, qu'est-ce que vous foutez ici dans cette tenue? Vous pouvez répéter la question? Oh non. Moi, je joue le rôle donc de cet attaché parlementaire qui est obligé de mentir, qui ne sait pas faire, et il s'embourbe et il se raccroche aux branches, et c'est de pire en pire. C'est un peu le cousin germain de François Pignon, un petit peu. Barudo m'attend à l'Assemblée. Je vais vous faire oublier, moi, Barudo. Oh, s'il m'arrive quelque chose, l'adresse de mes parents est dans mon portefeuille. Et là, vous savez ce qu'il me fait? Je vous le donne en 1000. Oh, dites-lui, il trouvera jamais. Je crois que j'en ai une dans ma trousse de toilette. Non!
Il y a une vraie naïveté aussi dans cette pièce, c'est-à-dire, moi j'ai toujours l'impression qu'on retombe un peu en enfance, et c'est comme si c'était un peu du théâtre de Guignol pour adultes en fait. C'est-à-dire que c'est comme si quand on était petit, qu'on disait « Oh, si on jouait à ça !» Donc on a vraiment cet esprit comédie qu'on retrouve dans les films d'Almodovar qu'on adore tous, quoi. Venez, l'eau est encore chaude. Non, pourquoi vous me demandez de me déshabiller alors? C'est pour les radios. Ah, bien vu et bien conçu, la mécanique minutieusement élaborée par Kounet et Poiret tourne toujours à plein régime. Désopilant, énergique, burlesque et surtout assaisonné de répliques cinglantes, C'est encore mieux l'après-midi fait ici un lifting des plus réussis. Difficile d'ailleurs de ne pas souligner les explicites mises en espace et direction d'acteur de Monsieur José Paul. L'ensemble de la distribution y étant parfaite. Voilà, c'est sûr de quoi passer une très belle soirée au théâtre. Bonne journée à tous et à très bientôt. À la semaine prochaine. La revue de presse culturelle tout de suite avec Patrick. On commence par qui? Bien, on en a déjà parlé ici, il y a de plus en plus de musées où la première des œuvres d'art se savoure avant même de pénétrer à l'intérieur du musée, puisque l'œuvre d'art en question, c'est souvent et avant tout le bâtiment. Et vous allez voir une nouvelle illustration du phénomène avec le magazine Enjoy qui nous fait visiter quelques merveilles du genre. Alors là, nous sommes en Azerbaïdjan, à Bakou, la capitale. Voici le centre culturel Heydar Aliyev. Pour un pays. Alors, il avait présidé l'Azerbaïdjan de 93 à 2003. Et pour un pays habitué à la rigueur de l'architecture soviétique, là, ça change un petit peu, quoi, ces courbes. C'est pas très gai, Bakou? Non, Bakou n'est pas hyper gai, mais ce bâtiment, franchement, sort... Si en dehors de ça, il n'y a que des champs de pétrole. Hein, franchement. Ça rigole pas beaucoup. Ouais. Alors, l'architecte du bâtiment que vous avez vu s'appelle Zaha Hadid. Elle est irako-britannique. C'est la seule femme archi à cette vue décerner le fameux prix Pritzker, qui est le Nobel, en gros, de l'architecture. Ouais. Aux États-Unis, à Milwaukee, l'Art Museum, regardez, on dirait un bateau. Ça tombe pas si mal, puisqu'on est au bord du lac Michigan, dans le Wisconsin. L'architecte s'appelle Santiago Calatrava. Alors, je vous parle de bateau, mais l'architecte, lui, pensait plutôt à un oiseau. Regardez l'aile. Eh bien, figurez-vous qu'elle s'ouvre et se ferme aux différentes heures de la journée. Donc là, c'est une prouesse technique ahurissante. Et puis au Brésil, à Curitiba, le musée Oscar Niemeyer. Alors évidemment, un musée qui rend hommage à un architecte avec ce bâtiment en forme d'œil, en fait. Voilà, c'est-à-dire dans Enjoy. Le musée Picasso, maintenant, nous propose une expo autour de la première épouse du peintre, Olga. Alors, c'était, je le rappelle, une danseuse russe. Elle a inspiré Picasso de 1917 à 1925. Il l'a rencontrée à Rome alors qu'elle dansait pour les ballets russes. Et lui, à l'époque, faisait des décors de spectacle. Toute la relation entre Olga et Picasso est résumée en quelques mots bien choisis ce matin. Quelques mots signés Philippe Lançon dans Libération. Alors, j'ouvre les guillemets. Une danseuse blessée, c'est comme un aigle en cage. Ça bat des ailes rognées. C'est de sale humeur, ça donne des coups de bec et ça crie. Mieux vaut ne pas trop s'en approcher, surtout si on la trompe. Mais ça reste si beau, surtout si c'est Olga dans l'œil de Picasso, que c'est un principe de vie et une graine perpétuelle de beauté. Fin de citation. Moi, j'achète un style pareil. Alors, leur vie, ce fut un... acheter un Picasso, groupez-vous quand même. Oui. Non, j'achète le journal pour oui, le journal, c'est mieux. C'est beau, ces belles lignes. Alors, leur vie fut un enfer, maniaco-dépressif, mais elle a quand même donné des chefs-d'œuvre. Grâce à elle, il y a eu quelques chefs-d'œuvre. Et l'expo est intéressante, nous dit Libération, parce qu'on peut y voir et y lire la correspondance entre Olga et sa famille. La famille était restée en Russie après la Révolution russe et elle vivait évidemment de plus en plus mal sur place. L'exposition, c'est donc au musée Picasso, ça dure jusqu'au 3 septembre prochain. On l'a faite celle-là ou pas? Non, on va pas tarder. On va pas tarder, parler, oui. Voilà. La bande dessinée du jour, Monet, nomade de la lumière, c'est aux éditions Le Lombard. Regardez le dessin. Le destin exceptionnel de Monet nous est raconté en dessin. Parce que Monet, avant d'accéder à la notoriété, a quand même essuyé pas mal de revers et connu de multiples déconvenues, aussi bien artistiques d'ailleurs que privées. Et d'ailleurs, la BD commence par une scène où il est avec Clémenceau qui l'oblige à se faire opérer des yeux. Il a peur, il dit « ouais, je vais devenir aveugle », il a peur du couteau du médecin et finalement il accepte de se faire opérer des yeux. Donc il rentre chez lui avec un bandeau, il va se reposer à Giverny, toujours accompagné par Clémenceau et c'est là
que dans le noir de son bandeau, si je puis dire, il revoit un petit peu sa vie. Et vous allez voir, la BD, c'est très très bien fait. C'est signé Salva Rubio pour le scénario et Effa pour le dessin. L'ultime chose, j'en ai pour 10 secondes, je vous signale la sortie du guide Petit Futé sur le Nouveau-Brunswick. C'est la première fois qu'un guide sur le Nouveau-Brunswick sort. C'est signé Robert Cassous et ça tombe bien parce que nous fêtons cette année le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Ah oui. On enchaîne.